Bonjour chers amis, notre invité aujourd'hui, un habitué de nos plateaux, qui nous fait l'amitié d'être là à chaque fois que c'est possible pour lui, parce que c'est un monsieur occupé. Comme la majorité de mes patients sont des gens occupés. Ils ont tous des postes au service des autres, et de temps en temps, j'arrive à les sortir un petit peu de leurs habitudes au quotidien pour venir ici. Alors, Serge Lens, vous le connaissez. Serge a un passé particulier, il en a fait un présent superbe, et c'est de cela dont on va parler. On va parler des addictions à l'alcool, et puis d'autres choses à côté, parce que les addictions à l'alcool, rapetisser l'histoire, hein, donner un court-circuit, mais Serge a plein de choses à nous raconter, parce que comme vous savez, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ailleurs aussi, mais chez nous tout particulièrement, l'alcool c'est un grand fléau. C'est d'autant plus un grand fléau qu'il touche notre jeunesse. Bonjour Serge, merci d'être là. Bonjour docteur, c'est avec plaisir que je suis avec. Bonjour à tous les téléspectateurs. Serge, alors je t'ai couru après pendant un moment, et pendant ce moment-là, en fait, tu étais en plein travail, parce que tu étais à Paris en formation. C'était une formation de quoi? Effectivement, je suis, comme tu l'as dit, je bouge beaucoup, et je suis un retraité très actif. J'étais en formation particulièrement sur ce qu'on appelle la thérapie familiale, venir prendre la famille, quand on a quelqu'un qui est en souffrance d'une pathologie, en l'occurrence l'alcool ou autre chose, mais en tout cas c'est que faire en sorte que ce soit le système lui-même que l'on puisse soigner. Et notre professeur Jean-François Croissant, qui est un éminent thérapeute, il disait, selon les études, une personne malade, c'est en France métropolitaine, c'est 5 personnes qui sont directement en prise, alors qu'en Suisse, pour une personne, c'est 15 personnes. Il faut dire que c'est la famille nucléaire, la petite famille papa-maman, et éventuellement un frère, et puis un conjoint, alors qu'en Suisse, c'est ce groupe-là, plus aussi les cousins, et voire même les patrons et ceux qui l'entourent. Donc, prendre en charge l'ensemble du groupe permet à cette personne qui est dans le système, qui est déséquilibré. Alors, en Martinique, comment ça se passe? Alors, est-ce qu'il y a... C'est toute une famille, et ce sont les parents, c'est l'épouse, la mère quelquefois? Comment ça... Alors, une personne concernée? En Martinique, on va rester sur... On a des familles qui sont de 4-5 personnes. Bien. Alors maintenant, peut-être 2 ou 3. Mais il faut prendre en compte la personne elle-même, son conjoint, et souvent 2 enfants, mais particulièrement chez nous, on sait comment nos parents sont proches, nos mamans sont proches, eh bien la maman qui va en souffrir, et forcément le papa s'il a, le grand-père s'il est là. Donc on a au moins 6 personnes en direct qui sont concernées, mais qui vont chacun essayer d'apporter sa contribution pour maintenir l'équilibre. Un exemple, si monsieur, en général c'est le monsieur qui est en difficulté avec l'alcool, il a moins de revenus, parce que de temps en temps il est mis à pied, des fois même il est licencié. La femme doit contribuer financièrement, s'occuper de la famille, s'occuper de lui, parce qu'on dit que si la femme a 2 enfants, et que le mari est malade, c'est le 3e enfant, parce qu'il va s'occuper de lui. Eh bien, qu'est-ce qui va venir en aide? C'est la maman du monsieur, en général, qui va venir en aide à son fils pour essayer de faire tourner la maison. Mais cette maman est en difficulté parce que d'abord, elle a ses propres difficultés, même parce qu'elle est souvent âgée, mais elle souffre de voir son fils en souffrance et qui se démène. Elle souffre de voir son fils, des fois, qui est en conflit avec son épouse, et forcément les enfants qui doivent aller à l'école, on comprend très bien que la grand-mère... Donc, on peut dire... On va dire chez nous 6 personnes minimum qui sont en difficulté avec ça. Et on sait, et c'est très récent, toi tu es médecin, tu le sais très bien, à l'échelle de la médecine, 10 années c'est très peu. On sait que quand on arrive à prendre en compte toutes ces personnes qui sont autour du malade, à faire en sorte qu'elles puissent changer leur regard, avoir des petites astuces, des comportements. Nous, on permet de former les encadrants, l'entourage chez nous. Eh bien, on va influencer le comportement de l'autre, la mener à peut-être faire une demande. Parce que souvent, on oublie que la personne qui est en difficulté avec l'alcool, qui est malade de cet alcool, n'a pas de demande particulière. En tout cas, ne l'exprime pas. Eh bien, c'est permettre à ces personnes d'abord de moins souffrir, de comprendre ce qui se passe, ensuite de pouvoir être aidant.
mais ni dans la moralisation, ni dans la victimisation non plus. Mais faire en sorte que l'autre puisse dire, mon cas souffert, mon vie fait un bagaille. Et là, à ce moment-là, on a une porte d'entrée. Je voudrais qu'on parle, on parle de l'alcool, des addictions, mais ça n'arrive pas comme ça par l'opération Saint-Esprit. Il y a toujours des raisons. Et les raisons sont diverses. Alors, il y a le chômage, il y a la mésentente dans le couple. On peut trouver diverses sources de prise d'alcool. Hein. Tout à fait. Alors, particulièrement l'alcool, les addictions de manière générale. Alors, il y a des études très poussées qui montrent bien en évidence. Alors, on va dire ça de manière simple. Là, prenons l'alcool. La maladie alcoolique est une pathologie complexe, multifactorielle, nécessitant un abord pluridisciplinaire, d'ordre neurobiologique, socio-environnemental, familial, mais aussi congénital. Ça peut être une déficience enzymatique, tout ce qu'on veut. On parle même génétique. Et puis, il y a quand on parle de l'environnement, le milieu de la famille. L'initiation en général se fait dans la famille, dans un environnement, etc. Donc c'est quelque chose de très complexe. Alors dans une même famille, par exemple, de 5 enfants, on va trouver l'un des enfants avec les mêmes prédispositions, mais une différence simplement dans son vécu au quotidien avec ses frères, qui ne sera pas compris, parce qu'il a à un moment donné vécu un traumatisme dans la famille, qui peut être plus prédisposé en tout cas à avoir besoin de toxiques. Donc c'est très complexe. Dès lors qu'on a cette raison qu'on a mis le concept de maladie sur l'alcoolisme. Parce que c'est tellement complexe qu'on peut le traiter en disant que, en évoquant on va dire un concept, eh bien on pourra mettre des choses derrière. D'où, quand je dis multidisciplinaire, on a besoin du médecin, on a besoin du psychologue, on a besoin voire du psychanalyste, on a besoin aussi d'associations, d'anciens malades qui vont les faire miroir, on a besoin aussi du regard du voisin, en tout cas l'affection de personnes qui sont autour de nous. C'est tout ça, et si les patients qui m'écoutent m'entendent, ça leur parle, on dit souvent, je prends l'exemple de la porte dans laquelle vous avez 5 verrous. Vous avez 5 verrous, vous avez 5 clés. Vous donnez une clé à chacune des personnes et puis vous leur dites, bon, mais maintenant il faut ouvrir la porte. Alors, il y a un qui va tourner, mais est-ce que la porte va s'ouvrir maintenant? Non. Le deuxième va tourner jusqu'au 5e. Et que le 5e va tourner, la porte va s'ouvrir. On pourrait se dire que c'est le 5e qui a ouvert la porte. Mais il a fallu que la première clé soit ouverte. Donc c'est tellement complexe qu'on a besoin de toutes ces personnes, et particulièrement, puisque nous en parlons aujourd'hui, de la famille, pour comprendre ça. Donc ça n'arrive pas à tout le monde. Ça n'arrivera pas à tout le monde. Il y a des circonstances. Alors, les facteurs biologiques, neurobiologiques du cerveau, bon, je n'entrerai pas dans ces détails, je ne suis pas médecin, je suis prudent sur ça, c'est une réalité. Oui, mais je me permets d'interrompre. Je me demande si ce n'est pas une facilité de parler de cela, de ces facteurs neurobiologiques. Je pense qu'ils sont minimes par rapport à tout l'environnement et la vie de cette personne, ce que nous appelons dans notre jargon l'épigénétique. Les pressions au travail, les pressions à la maison, les pressions dans la rue, tout ce que ça peut comporter, parce que le déclenchement, le plus souvent, n'est pas neurobiologique, il est social. Il est social, tout à fait. Quand je parlais de la famille, l'initiation se fait à la famille. Ouais. Bon, les médecins, en tout cas le néologue, va avoir à dire qu'il y se passe des choses à tel endroit. Mais c'est certain. D'ailleurs, c'est le facteur qui est mis le plus souvent en avant, c'est l'initiation, le fait de l'accoutumance dans l'environnement qui va faire que ces facteurs-là vont être mis en évidence. Je suis d'accord avec toi, mais il faut mettre en perspective tout cela pour dire que c'est complexe et qu'on a besoin de pouvoir gérer ça avec tout ça. Au niveau du traitement. Parce que quand je pense aux gens qui boivent de l'alcool, si on regarde les milieux dans lesquels ce sont des milieux en souffrance. Tout à fait. En général, alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'alcoolique dans un milieu d'intellectuels bourgeois, ou quelquefois même, ils sont en dehors de l'alcool, ils ont d'autres addictions. Mais l'alcool, qui ne coûte pas très cher, est une facilité
de pouvoir s'évader. Et quand on cherche à s'évader, c'est parce qu'on n'est pas heureux. Tout à fait. Alors, c'est sûr que quand on regarde la population qui est en difficulté avec l'alcool ou les drogues d'une manière générale, bon, on fait quand même la différence. J'aime à dire, quelqu'un qui va prendre l'alcool et qui va en souffrir par la suite, il y a quelqu'un qui prend du cannabis, il le prend dans d'autres circonstances. On va dire l'alcool fait de milieu familial, l'environnement familial, la fête, etc. C'est convivial, hein, au début. Convivial. Celui qui va prendre du cannabis, il est à la recherche d'une population différente. Oui. Ça se fait beaucoup plus avec ses pairs, avec ses camarades, la découverte des choses. Et celui qui prend du crack, la cocaïne, on est dans une autre population, dans une démarche. Mais c'est vrai que dans la population des personnes en difficulté actuellement, elle est plus de cette population de personnes en souffrance, vivant dans des conditions économiques difficiles, vivant des familles souvent désarticulées. Ouais. Ça, c'est une réalité où l'absence du père ou bien la difficulté de la mère à pouvoir gérer cette population, ces jeunes qui ont besoin d'affection, eh bien, c'est bien sûr que c'est là où on va trouver en plus grosse partie des personnes qui sont en souffrance. Ceci dit, comme tu l'as bien souligné, il y a des gens d'autres niveaux, mais elles pourront réagir différemment. L'environnement, l'encadrement qu'elles auront feront qu'on pourra les arrêter, en tout cas. Arrêter. Mais ça, c'est vrai que c'est dans une population qui est en souffrance et c'est celle-là qui nous préoccupe. Alors, celle qui nous préoccupe en ce moment à la Martinique, elle est dans quelle moyenne d'âge? Alors, il y a très récemment, on a mis en évidence ce qu'on appelle les jeunes adultes, entre 20 et 35 ans. C'est une population qui est très tôt en rupture scolaire. En général, vers la classe de 4e, si on prend globalement une classe de 4e, on va se dire que dans cette population-là, il y a de fortes chances, enfin, malheureusement, il y a des risques d'avoir des personnes qui seront en difficulté avec l'alcool particulièrement parce qu'ils sont déjà des consommateurs. Non pas de l'expérimentation, mais dans la consommation. Et puis, il y a donc ceux-là, ils vont venir gonfler le rang de ceux qui sont déjà, qui sont désœuvrés, qu'on va retrouver dans ces petits groupes qui sont soit sur les abribus, soit au niveau autour d'un arbre. En tout cas, quand je dis ça, les gens regardent autour d'eux et puis on peut les repérer. Ceux-là ils vont se rejoindre ces quelques jeunes de 20-25 ans qui, faute d'avoir autre chose, font passer le temps. Il m'arrive de parler avec eux. Ils nous disent, nous, c'est bien, nous besoin, c'est la facile, parce que bah, tout va rien. Deuxièmement, puis là, nous passons à la fin de l'impôt par les contre nous. La fin de l'OE qui par les contre nous. Nous, quand toucher tirer la monnaie, nous, puisque quand toucher RSA, ou bien adultes handicapés, bon, finalement, ils ne disent pas que la vie est finie pour eux, mais ils n'attendent pas grand-chose. Donc, cette population-là, c'est celle qui aujourd'hui est préoccupante. Quoique, l'on dise, jusqu'à maintenant, touchons du bois, ce n'est pas celle-là qui font tous les dégâts que l'on connaît. Et puis, il y a une population beaucoup plus jeune, qui est celle qui va faire entre 11 et 15 ans, Dieu du ciel, qui sont dans l'expérimentation parce qu'ils ont vu leurs grands frères, parce qu'ils sont sollicités par des images, il faut en parler aussi, répétitives, sans arrêt par la publicité, par la télé, par Internet, et les chanteurs, etc., avec le look. Ceux-là sont très tôt, ont compris très tôt que ce n'est pas un bac plus 5 qui va leur donner. D'ailleurs, je leur dis souvent, quand j'ai l'occasion d'aller dans les écoles, que cette notion que l'on a véhiculée pendant très longtemps, je n'ai jamais su d'où ça vient. Avoir une monde qui a une bac plus 5 qui en a rien. Ça a été quelque chose, mais désastreux, qui a fait beaucoup de mal à notre population, en disant, d'abord, c'est pas parce que quand tu vas faire des études que tu as forcément de l'argent. Donc, et ils ont intégré ça. Ceux-là, ils vont très tôt aller dans l'expérimentation. Et puis, ils sont victimes aussi d'une autre chose. C'est du business. Toutes les boissons qu'on a créées avec des goûts très sucrés, ce n'est pas pour les aider à faire la fête, c'est surtout pour les aider pour faire de l'argent. Or, ils vont être très tôt, et les parents, non vigilants, et Dieu seul sait, il y en a, vont acheter pour eux ces boissons qui, soi-disant, ont très peu d'alcool.
Mais comme les parents disent ça, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'alcool. Ou du moins, ils ont une représentation de l'alcool, le petit punch ou la bière, etc. Le panache contient de l'alcool. Mais bien sûr, alors le panache particulièrement, et puis c'est très accessible aujourd'hui. Les parents estiment, j'ai plusieurs fois j'ai entendu des parents qui disaient, moi j'achète mon mari c'est du tel whisky, moi je préfère tel champagne, et puis les enfants c'est ça mon caballo, c'est panaché. Ou bien notre boisson, je ne peux pas dire le nom ici, mais une couleur ambrée, et très que les femmes affectionnent beaucoup. Ah, parce que l'alcoolisme des femmes commence à avoir ses lettres de noblesse en Martinique. Bien sûr. Alors, donc ces boissons-là ont été choisies. Le marketing est quelque chose de tellement puissant. On cible des populations, de jeunes, par exemple, fonctionnaires, des gens socialement intégrés. On va leur cibler une boisson. Des plus jeunes, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait une boisson qui était rosée, je crois que ça avait 25 centilitres, même pas, 12 centilitres, qui était spécifique pour les enfants. Et c'était marqué « Dites sans alcool ». Dites sans alcool. Dites sans alcool. Et puis les enfants qui commençaient à boire ça dans les écoles, l'après-midi, dormaient. Un petit peu fatigués, dormaient. Alors on les houspillait. On ne se rendait pas compte qu'à midi, elle prenait cette boisson. Je crois que ça a disparu. Mais est-ce que l'alcool est rentré dans le collège et le lycée? Je crois que tu me demandais si l'alcool est entré dans les CM1, CM2. Pardon? Non, l'alcool, c'est dans les collèges et les lycées, on n'en parle plus. L'alcool rentre beaucoup plus tôt que ça. Beaucoup plus tôt que ça. À l'école primaire? Bien sûr. Mais comment tu expliques ça? Mais on a parlé tout à l'heure de l'offre. L'offre, on a parlé de la famille, l'initiation à la famille. On a parlé aussi des situations de précarité, où les parents n'ont pas forcément l'œil sur ce qui se passe. Nous avons quelques années de différence. Les gens n'allaient pas à la boutique acheter une bière ou dans le service, pas de service, nulle part. C'est la boutique du coin. On a acheté un Miss, un Rouchi, etc. Aujourd'hui, c'est démodé. On va acheter un litre, ou à la limite, même pas un litre, on va acheter un cubique, directement. Et les enfants ont accès à ces boissons qui sont dites préparées pour eux. Si vous donnez un enfant un panaché samedi, dimanche, à la mer, pendant que vous êtes à la plage, et que sa famille boit un cubi dans un cubi, et son frère est en train de descendre 2 ou 3 bières, et puis que ses autres copains en train de boire cette boisson spécifique. Je dis, je suis un peu provocateur, mais plus particulièrement destiné que les filles affectionnent. Dans la semaine, eh bien, il continue à faire comme si c'était le week-end, parce qu'il est autorisé à le faire. Et nous avons vu des enfants, nous avons entendu des enfants qui relataient que chez eux, on ne leur a jamais interdit de prendre un petit peu d'alcool. Alors, ils arrivent à l'école, ils en parlent, et vous connaissez comment nous sommes. Comme ça, ils en parlent, il faut qu'on va voir aussi, on peut faire aussi. Et il y a des établissements où on nous a appelés pour nous dire que des enfants de CM1, CM2 arrivaient avec des situations d'alcoolisation, des petits troubles qui étaient dits. Et quand on voyait la famille, l'ensemble de la famille, on avait des explications. Le collège, c'est quelque chose qui est aujourd'hui connu, de tous les établissements le savent, les lycées aussi. Mais la préoccupation, je le dis, je le répète, la préoccupation, c'est cette population de 5e, des classes de 5e et de 4e, où on est dans l'adolescence. Et on sait qu'à ce moment-là, les enfants sont de l'expérimentation. Ils veulent jouer au grand. Ils veulent jouer au grand. Et puis c'est admis, c'est permis, et puis ça circule beaucoup. Donc, et en cette période-là, on va voir monter en puissance cette consommation qui soi-disant, va les aider à faire la fête. Est-ce que le fait que les enfants veuillent sortir du collège ou du lycée à midi pour manger, parce qu'on peut manger maintenant, il y a des cantines, mais les enfants en général n'aiment pas ça. Alors il faut dire que souvent dans les cantines, c'est pas très 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 bon, je dis ça en passant, mais non, c'est difficile de faire de la bonne cuisine pour des quantités énormes, c'est pas possible. C'est pas gastronomique. C'est pas gastronomique du tout. Donc les enfants préfèrent sortir, acheter des sandwichs ou des choses comme ça. Il y a un collège là, du côté dans le quartier de Cluny, où on voit les enfants dans un petit bar où on vend des sandwichs, mais souvent,
Ces sandwichs sont accompagnés de bière. Oui. Mais on revient sur les modes de consommation aujourd'hui. Mais je dis ça pourquoi? Si les enfants mangeaient à la cantine, il y aurait au moins un contrôle à ce niveau-là. Tout à fait. Et on revient sur le même problème de mode de consommation, mais aussi la permissivité. Les gens aujourd'hui permettent aux enfants. Vous savez, il y a des parents qui préfèrent donner de l'argent. Alors, je suis derrière ce que je dis parce que ce sont des cas. Hein. Alors, bien sûr, je ne dis pas que dans tous les collèges, dans tous les lycées, dans toutes les écoles primaires, ça se fait, mais ce sont des situations qui nous sont rapportées par des enseignants et voire même par des parents ou des éducateurs. Hein. Mais c'est vrai que le fait que les gens ont de l'argent, eh bien, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Et le phénomène dans ces endroits où on vend, d'ailleurs il faut que je parle de cette zone protégée qu'on n'a jamais pu mettre en place en la Martinique, eh bien, accompagner le sandwich d'une bière, c'est ce que faisaient les travailleurs à l'époque. Les travailleurs de force. De force à l'époque. Eh bien, ce mode-là. Et puis, ce sont souvent des bières qui sont très très sucrées. Ce n'est pas la grosse bière dure qu'on avait avant, parce qu'il y a des bières qui vous mettaient par terre. Donc et puis c'est le panache, c'est le style, on va dire, qui est de ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est préoccupant. Alors beaucoup d'efforts sont faits dans le milieu scolaire. Malheureusement, il y a très peu d'acteurs qualifiés. Et même les enseignants, ils vous disent qu'ils ont tellement à faire eux-mêmes. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça. Alors il faudrait faire de l'information permanente dans ces collèges, mais comme tu dis, ici il y a très peu d'acteurs, parce que ton association, dans laquelle tu te démènes depuis des années et des années, vous êtes combien? Alors, tu touches à une situation qui est extrêmement difficile. Il n'y a pas que notre association. Le bénévolat, aujourd'hui, il ne faut plus pratiquement appeler ça bénévolat. Il n'y a pas de bénévoles. D'une part, il n'y a pas de bénévoles, pas de gens qui ont envie de donner de leur temps. Alors, j'ai eu la chance d'être à la retraite depuis déjà une dizaine d'années, mais bien avant d'être à la retraite, j'ai toujours été un militant. Ça aussi, ça a changé dans la mentalité. Bon, les gens ont moins d'argent, parce que être bénévole, c'est dépenser de l'argent. Hein. C'est prendre sa voiture, c'est un engagement. Beaucoup de gens, beaucoup moins. Mais d'autre part, il faut pouvoir se former. J'ai 68 ans, je reviens d'une formation de 3 jours à Paris. Bien. Il faut se donner les moyens pour le faire. Bien. Donc il faut se former. Or, malheureusement, nous sommes 3 ou 4, même je veux dire 3 personnes qui ont la compétence pour pouvoir à la fois faire de l'information. Bon, je suis le seul à faire des conférences ou et à recevoir un entretien individuel des personnes, faire de la thérapie. Où c'est que tu les reçois? Alors moi, je reçois au réseau ce qu'on appelle l'immeuble Horizon 3000 à Cajou, là se trouve l'immeuble Orange, là. J'ai une consultation le jeudi après-midi, de 13h30 à 16h, et moi à Trinité, à la Porte Marcussi, le lundi après-midi et le mercredi après-midi. La Porte Marcussi, c'est à Trinité, c'est un quartier de Trinité. C'est dans ce type de siège association. D'accord. Et puis nous avions, alors je dis nous avions parce qu'ils sont stand-by, manque de bénévoles. Et s'il faut faire un appel, je peux faire un appel au bénévolat de personnes compétentes, surtout et compétentes, mais surtout engagées, qui veulent s'engager à nous rejoindre, c'est ce qui est intéressant. Ils pourront bénéficier de toutes les formations nécessaires. Et nous avions ce qu'on appelle des centres de rencontre pour les personnes victimes des addictions, parce qu'on ne parle pas que de l'alcool, eh bien, qui était au Lamentin, qui est aujourd'hui en stand-by, à Rivière-Salée, qui fonctionne simplement sur rendez-vous, au Marigot, et qui également au François. Ce sont des centres qui ont fonctionné avec du personnel qualifié, mais des emplois précaires, des fameux contrats aidés. Une fois que les gens ont trouvé mieux, ils reçoivent des formations, mais ils s'en vont. Ouais. Et puis il reste 3 bénévoles qui sont des anciens retraités de 68 passés qui sont à faire ça. Et puis il y a les comités martiniquais, le CMPA, qui reçoit, qui gère un XAPA, le centre de soins et de prévention des addictions. C'est où ça? C'est à la rue Gallieni, 45 rue Gallieni, qui est sur la zone. Alors ça me permet de dire aussi qu'il y a quand même une sectorisation. Enfin, on a réparti les choses sur le territoire. Donc nous sommes plus basés sur la partie nord de l'île du Robert jusqu'à Grand-Rivière. Et puis le CMPA sur le centre et une partie du nord Caraïbe. Et puis nous avons l'association ACEAT, l'association
qui s'occupe particulièrement des problèmes d'autres drogues, hein, c'est Roland Marianne, mais avec qui nous avons un partenariat. Donc, nous mutualisons. On essaie de mutualiser. Quand il a besoin de moi, j'y vais. Quand j'ai besoin de lui. En tout cas, on est quand même arrivé à mutualiser nos moyens pour répondre. Mais c'est vrai qu'on vit un grave problème aussi de moyens humains dans ce domaine-là. Et quoi faire alors? Alors, quoi faire? Lors d'une réunion que j'ai eue à l'ARS, qui est l'un des financeurs, parce que c'est son job, une réflexion a été faite sur comment aider les associations. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas demander aux gens de venir passer du temps et de leur argent. Souvent, ce sont des salariés. S'il faut partir une formation comme moi, je suis parti à Paris, il faut demander un congé, etc. C'est pas pris en compte. Donc, il faut vraiment une réflexion pour ceux qui veulent s'engager, leur donner les moyens. Parce que, écoute-moi, je reçois à peu près 3 personnes par entretien, on va dire ça, lundi ou le jeudi. Et c'est ça régulièrement tous les jeudis. Quand on imagine que les centres comme Trinité, parce que Trinité est un centre de soins, vous avez au Saint-Esprit également, et puis au Fort-de-France, la file active qui est là-bas, c'est à peu près 200 ou 300 personnes par an qui viennent consulter. Mais en dehors de ces centres-là, quand ils sont fermés, parce qu'ils ont des heures d'ouverture, il n'y a plus personne. Et on sait très bien que les gens sont en souffrance, soit le week-end, soit très tard le soir. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle une permanence qui était 24/24, où on pouvait faire de l'écoute, voire même, il nous est arrivé d'aller chercher les personnes en disant que je suis dans ma voiture, incapable de rentrer chez moi. Ça a aussi disparu. À l'époque, ça avait permis aussi de pouvoir aider pas mal de personnes. Donc ces centres-là, en permanence, vont recevoir de nouveaux malades, de plus en plus jeunes. Alors toi qui es médecin, tu sais très bien qu'une cirrhose du foie, c'était vu dans les gens qui avaient plus de 40, 50 ans. Aujourd'hui, on a des gens de 35, 40 ans qui développent des cirrhoses. Et sachant qu'avant d'avoir une cirrhose, on a quand même... Il a fallu boire beaucoup. Mais aussi, on a quand même des détériorations de foie qui a pris un coup. Donc, on a cette population-là. Et puis, la nouvelle population dont je parle, c'est des personnes qui sont entourage de la personne qui vient demander de l'aide. Alors, est-ce qu'il arrive que quelquefois, les aidants puissent devenir aussi alcooliques? Alors, c'est assez rare hein, dans les statistiques. Moi, dans mes études, hein, en tout cas, c'est quand même assez rare. Par contre, ils deviennent codépendants. C'est-à-dire qu'ils deviennent dépendants du malade. Ils vont développer d'autres dépendances. C'est-à-dire ils vont pouvoir mettre en place des stratégies pour lesquelles ils vont tellement se fondre dans la stratégie que si le malade lui sort, c'est eux qui sont malades. D'où l'intérêt de pouvoir, je parlais de la famille, s'en occuper. Un exemple. Monsieur boit pendant 20 ans, 30 ans. Il arrête de boire. S'il n'est pas mort entre-temps. S'il n'est pas mort entre-temps. Je parle de moi. Il arrête entre-temps. Il commence à reprendre une vie sociale. Bon, s'il n'a pas peur de son boulot, bon, il va commencer à travailler. Il va même se mettre à faire des bouchées d'eau pour pouvoir gagner un petit peu plus d'argent. Il va vouloir reprendre sa place dans la maison. Parce qu'il était absent. Mais madame, pendant tout ce temps, elle a mis en place toute une organisation pour que le système tienne. Et brusquement, monsieur lui dit, non, je ne veux plus que tu fasses ça maintenant. C'est moi, c'est le patron. Mais pendant des années, madame a mis en place une stratégie. Elle s'est fondue, elle a fait corps avec cette stratégie. Et puis on lui dit justement, laisse tomber ça. C'est comme si on dit à monsieur, laissez ça votre bouteille. Donc elle devient encore plus malade. Et c'est souvent, à ce moment-là, on va voir que le monsieur va s'en aller, ils vont se séparer. Et puis la famille va dire, regarde ça, mademoiselle, elle fait si porter, après une misère chez les jeunes femmes. Mais parce que les gens n'ont pas compris ce qui s'est passé, ce codépendant-là est en souffrance en même temps que son conjoint, mais va mettre en place des stratégies sur lesquelles elle va elle-même devenir dépendante de cela. Elle va faire des choses tous les jours, répétitives, et qui, si elle ne les fait pas, elle n'est pas bien.
C'est ça la dépendance. Si je ne prends pas le produit, je pars avec des symptômes de manque, de tremblement avec l'alcool. Si moi je ne fais plus tous les jours ce que je faisais pendant des années, eh bien je ne suis pas bien. Eh bien je renvoie ça sur mes enfants, je deviens irritable, je vais péter des plombs, je vais ni problème d'accident d'auto parce que je ne suis plus concentré sur ce que je fais. Et le codépendant est en souffrance autant que l'autre. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile quand je reçois ces personnes me dire ce qui me fait plus de peine, mon mari ou ma femme, hein, parce qu'il faut aussi dire qu'on le reçoit, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de magnifique, de merveilleux quand il ne boit pas. Quand il boit, j'ai envie de le tuer. Mais c'est quelqu'un de merveilleux. Et au nom de ce bonhomme merveilleux que j'ai connu, avec qui j'ai fait plein de choses, je ne peux pas le laisser. Mais je ne peux pas non plus mourir avec lui. Vous imaginez dans quelle situation psychologique est cette personne? Et que deviennent les enfants dans tout ça? Alors, pour les enfants en bas âge, hein? Alors, les enfants en bas âge comprennent très tôt ce qui se passe. Et c'est là qu'on peut avoir des enfants demain qui vont développer des addictions. Parce que ces enfants-là vont intégrer un certain nombre de choses. Alors, je donne un exemple. Il y a une petite fille qui est allée chez sa grand-mère. Et puis, elle voyait sa grand-mère boire son punch et tout ça, etc. Et chaque fois qu'elle en boit ça avec elle prenait l'odeur. Et puis un jour, son père est arrivé. Et son père a pris quelques coups, etc. Et puis son père a tenu. Il a dit, tu as mis le parfum de mamie? Ah oui, d'accord. En bas âge. Donc l'enfant avait compris que ça mais elle n'avait pas identifié que c'était de l'alcool, mais c'était son parfum. Ces enfants-là qui vont vivre dans ces familles qui sont souvent désarticulées vont être en face de situations de conflit, des fois voire violence. Vont ne pas pouvoir s'exprimer, pouvoir avoir des réponses à leurs questions, vont intérioriser tout ça. Et quand ils vont être au moment de d'affronter les difficultés, comme ils ont tellement appris à se refermer, ils ont besoin d'un élément pour pouvoir s'extérioriser. Mais ils se souviennent que dans les moments de la famille, quand on prenait ce produit-là, tout le monde était content. Et là, ils vont faire l'expérience de l'alcool qui va les désinhiber, le terme qu'on dit, il permet d'aller mieux. Ils vont dire, mais voilà la réponse. Et l'environnement va se charger de faire le reste. Ce sont des enfants qui vivront plus tard, qui seront plus fragiles à être dépendants, à être déviants. Les adolescents eux-mêmes vont souvent, pas souvent, mais plus souvent que possible, vont se trouver en situation de consommer pour embêter l'autre. Ou de cas, il m'a fait aussi. C'est-à-dire que, alors, c'est très complexe ce qui se passe. Il peut avoir un enfant aussi qui va s'en sortir et qui ne voudra plus voir ça. Et qui va se mettre à l'abri de ça pendant très longtemps. Mais plus souvent que rarement, ça va avoir des effets négatifs sur l'enfant. Et ça, c'est un phénomène que quand les gens font la fête, on leur dit, on ne vous empêche pas de faire la fête. Mais quand vous mettez des mots, des attitudes devant les enfants, ils vont l'intégrer. Les enfants intègrent les comportements des adultes, des parents. C'est ce qu'on appelle souvent le mimétisme. Ils font à la place. Eh bien, ces enfants-là, demain, quand ils sont en difficulté, on va leur interdire de faire des choses. Et ils nous le disent. Il y a une jeune fille qui me disait dans un lycée, on ne m'a jamais rien interdit, monsieur. On ne m'a jamais rien interdit. Je dis, mais c'est pas possible. Quand tu as besoin d'une paire de chaussures, tu demandes à tes parents, à ta maman, et s'il n'a pas, je demande à mon papa. Mais s'il n'a pas, je vais trouver les moyens. Parce qu'on ne lui a jamais dit que je n'ai pas l'argent suffisant, parce que l'argent sert à ça, etc. Mais les gens, ils nous le disent, les enfants. Ils nous disent il n'y a plus d'interdiction, en fait. Les enfants sont rois, il n'y a plus d'interdiction. Ils nous le disent. Et il faut que les parents le sachent. Hein. Les enfants nous reprochent beaucoup de choses. Après, oui. Ils nous reprochent beaucoup de choses. Enfin, nous qui sommes de la même génération, nous savons très bien que les parents, quand ils étaient sévères avec nous, nous pouvons leur dire merci. Des fois, je me dis, heureusement que j'ai des coups de bâton des fois. Hein. Le coup de bâton, mais c'était pas très loin. Alors, qu'est-ce que tu as prévu, enfin, qu'est-ce que l'association a prévu comme formation pour ces accompagnants? Alors, qu'est-ce que tu vas leur proposer? Alors, nous avons d'abord la première formation qui est importante,
c'est celle de la communication. Parce qu'on sait très bien que c'est le verbe, c'est la parole qui guérit souvent, c'est la parole. Un petit mot, geste, une manière de regarder les gens, une manière de dire les choses, très très important. Avant d'entrer dans des grandes considérations biologiques, d'expliquer ce que c'est que la molécule, etc., c'est comment je communique avec celui qui est en face de moi, qui est en difficulté. Comment moi, je communique, je parle de lui. Exemple, Monsieur Akabomli. C'est pas Monsieur, c'est Marou. C'est Papa Ichou. Non, mais quand elle dit ça, c'est déjà oui. Elle l'a mis de côté. Elle l'a mis de côté. C'est pas son mari. Oui. C'est Monsieur. C'est Monsieur, hein, par exemple. Mon Jadiou pas fait ci, c'est pas anti-mamaï. Donc, communiquer. Comment je vais communiquer avec lui? Comment je vais communiquer avec mes enfants? En parlant de lui. En parlant de lui, parce que c'est Papa Yo. Okay? Donc, c'est comment je vais communiquer, quels sont les mots que je vais utiliser, quels sont ceux que je vais éviter, et à quel moment ceux qui vont être de l'ordre de la sanction, je vais les dire. Et puis attendre aussi le retour. Parce que toute action entraîne une réaction. Donc, ce premier travail à faire, c'est ce qu'on appelle une formation en communication. Après, c'est comprendre la maladie. Qu'est-ce qui se passe dans l'individu? Parce qu'on a des représentations, on vient d'en dire, c'est un alcoolique, il vorace, c'est camarade, c'est le monde qui fait mal, c'est etc. C'est toutes sortes de choses, sauf quelqu'un qui a une difficulté particulière dans sa relation avec un produit qui est psychotrope, qui va agir à la fois sur son cerveau, mais aussi sur ses organes, en l'occurrence, son foie, ses reins, etc. Donc c'est bien comprendre qu'est-ce qui se passe dedans. C'est bien comprendre aussi qu'est-ce qui fait que dans telles circonstances, il en prend, et dans telle autre circonstance, il n'en prend pas. Et de pouvoir, avec lui, si on s'est communiqué, lui poser la question. Non pas, hier, tu ne prenais pas, et puis aujourd'hui, tu prends. Sur tes poignets, tu ne payes pas pour un dia. Qu'est-ce qui a fait que? Et ça peut être quelque chose de très simple. De connaître ce que c'est que la maladie elle-même. Et le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle la relation d'aide. C'est pouvoir avoir des entretiens avec lui dans son salon, sur la véranda, sur ce qu'on appelle les questions ouvertes, sur lui faire redire les choses, dire que tu m'as dit que tu veux à la Fort-de-France parce que c'est le carnaval et que le carnaval ça te fait du bien, tu aimes bien, tu vas rencontrer des copains. C'est ce que tu m'as dit. Oui, c'est ce que je t'ai dit. Tu ne peux pas te dire, tu vas à Fort-de-France, ou aller à Fort-de-France parce que quand même c'est comme un doigt pour bon et puis. Par exemple. Donc c'est ce travail-là sur la relation d'aide qui est une manière aussi de préparer, de donner à l'autre le pouvoir. Alors nous disons souvent aux personnes que nous voyons et qui sont dans cette démarche avec nous qu'il faut être accompagnant. Être accompagnant, c'est être à côté de l'autre. Et ça c'est très difficile à accepter pour quelqu'un qui est en souffrance. Imagine une maman qui est en souffrance ou bien une femme dont le mari va arriver à 21h, 22h, qui ne peut pas garer la voiture, vous lui parlez d'accompagner, c'est être à côté. Non pas devant lui, ni derrière, mais là, à son rythme, c'est très difficile à comprendre. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Parce que c'est lui qui a le rythme. Ce n'est pas vous qui avez le rythme. Souvent, on veut faire à l'autre ce qu'on a envie de faire. On veut être dirigiste. On est dirigiste. Or, dans ce cas-là, c'est lui qui a la direction. Et il a besoin d'avoir quelqu'un qui donne les moyens de se responsabiliser. Sans que ça puisse être considéré comme une forme de faiblesse. Sans que ça puisse être considéré, tu as bien raison, comme une forme de faiblesse. Parce qu'il y a aussi autre chose, c'est que l'alcool, il peut y avoir des alcooliques qui sont tranquilles, qui dorment. Et puis l'alcool entraîne souvent de la violence. Quand les femmes sont battues devant les enfants, tous les drames que ça peut entraîner. Alors, permettez-moi de dire, c'est un alcoolique. Celui qui est alcoolique, entre guillemets, qui dort, c'est pas un alcoolique. Hein. Ah bon? Parce que alors, il y a des alcooliques qui sont écrasés par l'alcool. Alors, il y a des gens qui vont consommer beaucoup d'alcool et qui vont, comment dire, ils vont être cassés. Oui. Dormir, consommer, etc. Et puis, il y a des gens qui vont être très excités. La personne, quand on parle de l'alcoolique, la personne alcoolodépendante,
il n'est plus dans ce domaine-là. C'est quelqu'un qui va consommer de l'alcool sans arrêt, qui ne va jamais dormir, ou bien qui va dormir très peu ou très mal, qui va... Bon, ça c'est pourquoi je me permets de faire la différence. Ouais. La différence parce qu'il faut que la population comprenne. On a souvent dit, employer ce mot, monsieur alcoolique. D'ailleurs, si vous dites, si un employeur dit à son employé que monsieur, vous êtes un alcoolique, je vous fous dehors, s'il va au prud'homme, il perd le bateau. Parce que dès lors qu'on a érigé l'alcoolisme en maladie, on ne peut pas condamner malade. D'accord? Bon, ça c'est important à savoir. Donc quand on va dire que c'est un alcoolique, en général, on dit c'est quelqu'un qui boit tout le temps. Bon, c'est un alcoolodépendant. Par contre, ceux que nous voyons qui vont faire la fête, qui vont tomber, qui vont vomir, qui vont, etc., ils ont une consommation excessive, consommation à risque d'être dépendant. Et cela, on ne va pas appliquer le même traitement pour eux. C'est cette raison que je fais la différence. On ne pourra pas appliquer le même traitement que celui qui est alcoolodépendant. Ou comme celui qui est un alcoolique festif ou mondain, qui, dans des périodes comme c'est le carnaval, vont s'éclater. Et puis le jeudi... Le tour des yoles. Le tour des yoles. Et puis le lundi, mardi, là, après ça, ils vont rentrer chez eux tranquilles, ils vont continuer à prendre un petit peu. Bon. Donc c'est important de faire cette distinction-là. Mais sur les effets, c'est vrai que l'alcool peut être sédatif, peut te faire dormir l'autre, comme l'alcool peut être excité. Alors ça me revient... mon ami le docteur Pamphile qui nous relatait que un de ses patients disait que docteur, alcool là quand nous moutons, lion, macaque. Alors celui qui va boire va dormir, il est mouton. On va lui dire mais venez quoi là, c'est lion, il va vouloir casser la baraque. Et puis macaque qui va amuser la galerie. C'est souvent celui d'un quartier qui accroche les gens, qui discute, qui parle fort, mais qui n'est pas dangereux. Bon. Donc ce sont les effets sur une consommation d'alcool excessive, n'est-ce pas dire. Tandis que l'alcoolodépendant, il est dans la maladie, il est dans l'incapacité de pouvoir dire non au produit, il est dans l'incapacité de fonctionner normalement de sa vie sociale, et il commence à avoir des pathologies. Bien sûr hépatiques, le foie particulièrement, des troubles de mémoire, de concentration et tout ça. Il est dans cette dimension-là. Et son état, c'est d'être avec de l'alcool. Et c'est quand il n'y a pas d'alcool qu'il n'est pas bien. Alors c'est très difficile pour un parent, pour un conjoint de comprendre ça. Je ne comprends pas. Mais quand il est comme ça, il embête tout le monde. On peut faire boire plutôt. Parce que quand il boit, il a un semblant de gestion de son activité. Alors quand il n'a pas bu, il est désagréable. Alors donc, c'est comprendre que quand on dit que quelqu'un est alcoolique, il faut dire alcoolodépendant, c'est un malade. C'est cette raison qu'on a parlé de malade, parce qu'il est incapable d'assumer sa vie sociale, sans alcool, familiale, professionnelle, sans alcool. Et c'est un drame, ça. C'est un drame, oui, c'est un drame. Parce qu'il est dangereux. Il est dangereux pour lui. Il est dangereux aussi pour son environnement. Il est dangereux aussi pour sa vie professionnelle. Oui, parce que quelqu'un comme ça qui conduit, il te dit... Parce que j'ai rencontré des gens comme ça qui buvaient énormément, ils prenaient le volant de la voiture, mais ils sont persuadés qu'ils sont capables de faire des kilomètres. Bien. Alors ils n'ont pas le réflexe. Tout à fait. Ils sont capables, ils ont l'impression qu'ils maîtrisent tout. Et ils vont même dans le défi. Il y a une émission que j'ai participé, il y a un jeune qui avait fait un témoignage et qui disait que avec des gens qui buvaient beaucoup, ils ont fait la fête après en boîte, les jeunes disaient ils roulent vite pour rentrer chez eux parce que pour le taux d'alcoolémie ne puisse pas monter. Quelle histoire. C'est incroyable. Alors, je veux signaler aussi autre chose une chose que j'ai vue très, très récemment, pas plus tard qu'avant-hier. On va encore parler de ça, des femmes qui boivent, des jeunes filles, jeunes femmes. J'ai vu une jeune femme qui à peu près devait avoir à peu près 20, 22 ans, avec un bébé sur les bras, avec ses fameuses bières en la main. Il était 8h du matin. 8h du matin. 8h du matin.
Et quelques temps avant, nous étions dans un échange avec des amis qui rapportaient qu'elles avaient vu une femme enceinte également avec une bière sur la voie publique. Et moi, j'ai eu l'occasion de voir, notamment dans les environs de Fort-de-France, 2 jeunes femmes attablées avec chacune une bière à la paille. Et ça aussi, c'est un phénomène qui, de plus en plus, est préoccupant. On sait que depuis l'avènement des grandes fêtes sur les plages avec maillots brésiliens, etc., que les femmes c'est leur droit, se sont libérées. Et tu as parlé des tours d'éole. On sait très bien qu'aujourd'hui, comment ça se passe. Mais ce que l'on sait moins, en tout cas, on n'a pas pris la dimension aujourd'hui, ce sont des jeunes femmes qui consomment excessivement, qui font l'amour, pour être poli, qui reboivent, qui refont l'amour, qui reboivent, et qui vont faire des enfants qui apparemment sont normaux, mais qui vont être des enfants prédestinés à l'alcoolisme ou autre déviance. Là aussi, les adultes que nous sommes, nous fermons les yeux. Mais moi, je refuse de fermer les yeux. Sans faire de la morale aux gens, je vais leur dire que vous mettez votre bébé en danger, madame. Maintenant, elle m'envoie balader. Oui, très certainement. Mais nous fermons les yeux. Et souvent, ça se passe dans nos familles. Et je le dis bien à la population, ce sont les enfants qui vont naître dans 10-15 ans, ce sont ces enfants-là qui vont être la génération, peut-être que ne pourra pas gérer par la suite. Parle-nous d'espoir quand même. Attends, dis-moi, la jeunesse n'est pas perdue quand même chez nous. Parle-nous d'espoir un petit peu, dis-nous des choses positives. Mais j'ai des choses positives à dire. Mais j'ai poussé un tableau qui est une réalité. Et il n'est pas... Ce qui n'est pas bon de voir la masquer. C'est une réalité. Il faut que chacun d'entre nous prenne conscience et que chacun d'entre nous faisions un petit peu de ce que nous pouvons faire pour pouvoir inverser, en tout cas, on ne va pas l'éliminer, inverser la tendance. L'espoir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il y a des consultations, des parents qui viennent pour demander de l'aide, pour aider leurs conjoints ou bien leurs enfants. Est-ce qu'il y a une information sur cela pour qu'ils le sachent? Parce que, il faut profiter là, de dire aux gens, voilà, il faudrait que tu puisses donner des numéros de téléphone, des adresses. Alors, il y a de plus en plus, et je disais à l'histoire, à l'échelle de la médecine, en tout cas, du soin, il y a une dizaine d'années que ça se fait, dans les centres dont je parle, le centre de Trinité, le CCAS de Trinité, le CCAS de Trinité, c'est la mairie de Trinité, ça? Non, pas le CCAS, c'est le centre de soins de Trinité, oui, qui est à l'hôpital de Trinité. Oui, d'accord. À la rue, le comité martiniquais de prévention des addictions, à la rue Gallieni. Donc, oui, mais comment on prend contact? On peut y aller comme ça? Alors, on peut y aller, oui. Il y a des services d'accueil. On peut aussi passer par le téléphone. On peut passer par ce médecin traitant, bien entendu. Alors, je n'ai pas avec moi les documents pour donner les numéros de téléphone, mais on peut les contacter par le biais du médecin traitant. Et puis, vous avez aussi ce qu'on appelle les associations comme la CEAT, notamment, ou toute association qui est dans le domaine de l'aide et de l'accompagnement, même ceux qui s'occupent des problèmes de santé, de manière générale, on peut. Alors, il y a cette population qui aujourd'hui bouge. Ce sont les parents qui vont demander de l'aide, qui viennent dans les associations et qui sont armés de plus en plus pour pouvoir aider, accompagner ceux qui sont chez eux. Il y a aussi des mouvements de jeunes, notamment l'année dernière. Vous avez des jeunes qui se sont mobilisés, ils ont fait ce qu'on appelle un rassemblement en passant le téléphone, les regroupements qui faisaient spontanés, qui se sont mobilisés. Pendant le tour d'éole, il y a des jeunes qui se sont organisés pour dire non, la génération n'est pas perdue. Il y a des mouvements comme ça qui se mettent en place. Aujourd'hui, ils ne sont pas assez visibles. Quand je parlais tout à l'heure d'appel au bénévolat, parce que ce sont des mouvements qui se mettent spontanés en place, mais qui n'ont pas d'existence dans le temps, qui ne durent pas dans le temps. Et puis, vous avez dans les établissements scolaires, on a parlé de cas d'alcoolisation, voire même d'autres produits, mais chaque année, le rectorat met en place un programme, et il faut savoir que
la directrice de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et toxicomanie, qui était de passage ici, a réaffirmé que la prévention en milieu scolaire est un axe prioritaire. La prévention en direction des femmes, et notamment des femmes enceintes aussi, c'est un axe prioritaire. Et la prévention notamment sur les seniors, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle à notre moment, et cette prévention est prioritaire. Donc il y a des mouvements qui se mettent en place, il y a des jeunes qui réagissent, il y a des parents qui se mobilisent pour aider leurs enfants, ça existe, mais le constat est aujourd'hui que ce n'est pas très visible, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et que la situation est difficile. Financièrement, il faut des moyens, mais il faut aussi, surtout, des moyens humains. Ah ben, merci beaucoup Serge de nous avoir donné ces renseignements. Si jamais vous avez besoin de prendre contact avec Serge, bon, il est hyper connu. Hein, alors le numéro de téléphone c'est 0596 69 79 83. Est-ce que tu veux répéter s'il te plaît? 05 96 69 79 83 ou 06 96 27 13 47. 27 13 47. Merci Serge. Et puis, si jamais vous avez des questions à me poser, si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un mail à mon adresse ma.jeanmarie en un seul mot, il n'y a pas de trait d'union, ma.jeanmarie@hotmail.com, et puis me toucher aussi sur mon téléphone au 0696 20 64 77. 20 64 77. À bientôt. Bye bye.